Prota, c'est évidemment un plaisir toujours de te recevoir, tu le sais, même quand j'ai un petit handicap visuel. Je passe outre ma coquetterie et ça va se régler. Tu voulais nous parler de Carl Olive aujourd'hui, Oui, et Eric, tout qui à est le fait. maire. Alors, je replace dans le contexte. Oui, Toi, tu es dans le dossier, donc tu as Carl Olive, qui est oui, le parce que maire dit de comme Poissy. ça, Voilà, qui dit comme ça. Tu voulais nous parler du maire de Poissy, Carl Olive, qui est un proche de Nicolas Sarkozy, qui est un proche d'Emmanuel Macron, qui soutient Emmanuel Macron, qui a fait son image médiatique sur les soutiens Emmanuel Macron, alors qu'il est plutôt de droite, je crois qu'il est républicain. Et tu as plaidé contre lui en début de semaine, et je trouve intéressant que tu nous en parles. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire Carl Olive? tout à fait, Eric, et je te remercie de m'y inviter parce que je pense que ça fait partie de quelque chose que tu recommandes à tes adhérents, que je soutiens, qu'on appelle le Aux adhérents de shaming. rester libre. De rester libre, évidemment, et je pense que c'est une bonne initiative. Et nous avons déjà parlé, par exemple, du docteur Masson, et je pense que M. Carl Olive, maire de Poissy, mérite également qu'on parle de lui dans le cadre de ce dossier. En réalité, M. Carl Olive a ouvert au début de l'année 2021, dans sa ville de Poissy, le premier centre de vaccination contre la Covid-19, bien nommé chez Morissette. Ça pourrait prêter à sourire, mais c'est du nom de la première femme vaccinée en France. Non, mais effectivement, quand on vous met bienvenue chez Morissette, on ne pense pas forcément que c'est un centre de vaccination. Ça pourrait être un nom, j'allais dire, trompeur. Mais rétablissons la vérité des faits, chez Morissette est donc le premier centre de vaccination à avoir été ouvert par la mairie de Poissy et son maire, Carl Olive. Un an après, mes clients, 3 personnes, 2 femmes et un homme, c'était le 27 décembre 2021, se sont introduits pendant la nuit à l'entrée en tout cas de ce centre de vaccination et ont peint à la peinture acrylique sur les barnums, sur des tentes donc, qui sont juste devant le centre, les inscriptions Novax, No Pass, et ont collé une cinquantaine d'affiches d'enfants et d'adultes décédés dans un temps proche de leur vaccination. Je peux montrer une image pour qu'on voit Vas-y, il montre-nous. s'agit. Ça va être simple. Si vous voulez, chez Morissette, alors je regrette, il n'y a pas de couleur, mais on voit que le barnum en question, il est là, et chez Ouais. Morissette, donc c'est le C'est nom. au-dessus. En réalité, mes Ouais. clients, quand ils le font, on le voit, ils ont donc peint à la peinture acrylique ces mots et ils ont mis les photos de jeunes personnes qui sont reconnues et qui sont réellement mortes ensuite de la vaccination. Un jeune du nom de Maxime Beltra et un autre, par exemple, du nom de Stéphane Wright. Je pense que Donc, ils ont fait une action d'activiste, comme il en c'est ça. existe plein chez les écolos, les mouvements LGBT, etc. Ils ont fait de Exact. l'activisme anti-vax, on va dire ça comme ça. Exactement, mais de façon mesurée, puisqu'il s'agit, comme on l'a dit, de peinture à acrylique sur des barnums et non pas sur le centre en lui-même chez Morissette, ce qui aurait été une dégradation d'un bien public. Ils l'ont fait sur la tente et on passe sous cette tente juste avant d'aller se faire vacciner. Alors, le maire de Poissy, dès le lendemain de cette dégradation, disons quand même on va employer ce mot-là, s'est répandu sur CNews et a demandé des sanctions exemplaires contre ces 3 personnes. Je pense évidemment que ce n'est pas du tout le rôle d'un maire, il n'est pas le procureur de la République, ce n'est pas son rôle d'avoir de tels propos sur des chaînes de grande écoute, et d'ailleurs c'est attentatoire à la présomption d'innocence. C'est pour ça que j'ai rappelé avec force pendant cette audience les droits de mes clients sur l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est celle du droit à un procès équitable. Et là, il était évident que la mairie de Poissy tentait de faire pression sur le procureur pour qu'il agisse. Et c'est d'autant plus vrai qu'avant d'en venir à la question de savoir si cette action de mes clients était légitime ou pas, et il faut rappeler, et j'y tiens parce qu'il y a eu un article dans le Parisien du 78, certes, mais c'est un peu le même, sur ce dossier, C'est et le qui mettait à Parisien la fin versaillais.
Le Parisien versaillais, voilà une nouvelle âge, bon, enfin, un amalgame qui se fait facilement. Et en réalité, dans cet article, le Parisien vient expliquer que le maire de Poissy a demandé 330 € de dommages et intérêts qui correspondraient au paiement des dégradations sur ce Barnum. Et alors, je tiens à établir deux choses que le reporter du Parisien n'a pas cru utile de rappeler, malgré la longue plaidoirie qui a été faite. Le premier, c'est que l'avocat de la ville de Poissy, qui est lui-même un conseiller municipal de la ville de Courbevoie, non seulement a demandé, alors toi, ça te fera sourire, 330 € au prévenu pour rembourser une action, mais le juge lui demande 330 € solidaires. Alors, pour tes auditeurs, quand on est plusieurs à avoir commis une infraction et que son prix, c'est par exemple 300 € pour la victime, quand on est trois, c'est 100 € chacun. C'est ça ce qu'on appelle être solidaire. Et là, de façon très étonnante, l'avocat de la ville de Poissy a répondu au magistrat, non, non, c'est pas solidaire. C'est-à-dire qu'il a demandé 3 fois 300 € à chacun, donc il gagne de l'argent. Mais par ailleurs, le mieux, c'est que la facture de nettoyage de 300 €, quand moi je l'ai interrogé, je lui ai demandé où est. Alors, ce n'était pas M. Carlolive en personne, c'était son directeur de cabinet qui était là pour répondre, soyons clairs. Mais je lui ai demandé la facture à quitter. Et bien, répond, mais je n'ai pas de facture. Je dis, c'est pas possible quand même. C'est les agents Au municipaux moins, qui ont nettoyé. mais bien sûr, mais je dis, avez-vous un ordre de service? Ah ben non, je n'ai pas d'ordre de service. Mais comme l'instant, de toute façon, en plus, a été enlevé, que le centre de vaccination n'existe plus, je lui dis, mais est-elle à vous, cette tante? Et là, le directeur adjoint du cabinet de me répondre, en fait, je n'en sais pas si elle est à moi ou pas. Et là, le procureur de se lever dit, mais de toute façon, c'est pas grave, peu importe à qui elle appartient, eh bien, elle a été détériorée. Je réponds, peut-être, mais si elle n'est pas la mairie de Poissy, on ne comprend pas l'acharnement de M. Carlolive et il est évident que la mairie de Poissy ne peut pas être reçue dans sa Cette constitution de affaire. partie civile. Et qu'a priori, si cette tente avait été à personne, il n'est pas certain que même le procureur eût jugé utile de poursuivre mes clients qui, pour rappel quand même, ont été interpellés sur les lieux en flagrant délit. Bon, c'est une chose. Mais ensuite, le procureur a trouvé intéressant de venir les chercher à leur domicile le lendemain pour les placer en garde à vue. Et cette garde à vue, finalement, une fois qu'elle a été terminée, a été reprise quelques jours après. Donc, je l'ai souligné, pour ceux dont on parle, c'est absolument anormal de faire des gardes à vue, reprises de garde à vue, quand il n'y a pas d'enquête à faire. Ça me semble Et évident. comment étaient justifiées les gardes à vue? Pas du tout justifié. Simplement, personne ne parlait, c'est moi qui en ai parlé, et ça a eu l'air de laisser de marbre Madame le procureur, qui de toute façon est venue dire à ces personnes que, en réalité, si elle voulait transmettre une information, ils n'avaient qu'à tracter. Mais avec bon sens, et mes clients ont répondu à la barre que tracter ne suffisait pas, que le vrai problème, c'est qu'on est censuré sur les réseaux sociaux. Et de dire, Madame le procureur, et vous, avez-vous entendu parler des 137 000 effets secondaires déclarés par la ANSM? C'est une vraie question. Et que donc tracter ne suffisait pas, puisqu'on ne peut. La vraie question, c'est de pouvoir informer loyalement les gens. J'ai soulevé un dernier point qui te fera sourire quand même aussi, c'est que la dégradation de mobilier urbain, faut-il encore considérer que là, une tente de Barnum est du mobilier urbain? Comme je l'ai rappelé, si vous mettez sur JC Decaux, c'est plutôt un banc, un abribus, etc. Donc, par nature, sur le principe de l'égalité des délits et des peines, je pense que ce sont des poursuites, des poursuites politiques, pour faire plaisir, je le dis, à des élus locaux. Mais au-delà de cette question, de savoir à qui appartient la tente, de savoir si la mairie de Poissy l'a payée ou ne tente pas de commettre des abus de biens sociaux en demandant le remboursement de frais qu'elle n'a pas payés, ça c'est le premier point. Il y a un deuxième point qui est très intéressant, qui recoupe d'ailleurs les choses qu'on peut retrouver sur Rester Libre, c'est que nous avons fait valoir en tout état de cause ce qu'on appelle l'état de nécessité pour s'opposer à une éventuelle condamnation. L'état de nécessité, c'est celui qu'on peut poser quand on commet une infraction. Si c'est en état de nécessité, on n'en est pas responsable. Et l'exemple que nous avons donné, c'est celui de José Bové, qui s'en était pris au plan de maïs OGM pour alerter d'ailleurs ses concitoyens sur ce danger. Et il avait opposé, quand il avait été poursuivi pour dégradation de plan OGM, l'état de nécessité. C'est une affaire qui a été jusqu'à la Cour de cassation. José Bové ne l'a pas gagné parce que ce qu'on lui a répondu, c'est que, je vais relire le texte pour que les gens, pour que les auditeurs puissent bien le comprendre, l'état de nécessité qui est prévu par l'article 122.7 du Code pénal dit « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même ou autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne
ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Alors, ce qu'on avait répondu à José Bové, c'est que certes, les OGM, c'était peut-être dangereux pour la santé, mais qu'en mangeant une boîte de maïs géant vert, vous ne courriez pas un danger actuel et imminent de mort. Par contre, si on reprend la même idée, et j'ai bien montré la photo du Barnum et de son entrée, si on reprend la même idée avec Pfizer, ce qui se passe, c'est que les gens, au moment où ils entrent dans ce centre de vaccination, n'ont pas toutes les informations loyales et transparentes en main sur les effets secondaires. Parce qu'on peut bien dire une chose, que M. Carl-Olive ait cru à l'intérêt de la vaccination au début et ouvert ses centres dans l'exercice d'ailleurs de ses pouvoirs de sécurité publique, dans le but de protéger la santé des personnes, nous pouvons tout à fait l'entendre, et c'est ce que j'ai rappelé, mais l'action de mes clients, c'est un an après. Un an après, on a découvert ces effets secondaires. Et là, moi, j'ai indiqué au tribunal qu'il m'aurait semblé naturel que M. Carl-Olive, au terme de ses pouvoirs de sécurité publique, alors pas nécessairement ferme ce centre de vaccination, mais en tout cas apporte à ses concitoyens auxquels il dit d'aller se faire vacciner une information loyale, information à laquelle on n'a pas accès sur Internet puisque c'est censuré. Alors en réalité, mes clients, eux, ont face à un danger actuel et imminent qui était celui qu'encourent les personnes qui se rendent dans le centre de vaccination. On est bien au moment où ils passent sous le Barnum, c'est juste avant d'aller se faire piquer, d'aller se faire injecter, pardon, c'est pas le mot que je voulais, mais que dans la mesure où il y a 137 000 effets secondaires répertoriés en France, où il y a une commission d'enquête sur les effets secondaires qui vient de s'ouvrir auprès du Sénat, dans la mesure où les chiffres du VAERS sont stratosphériques, dans la mesure où on sait bien qu'il y a des décès liés à la vaccination, pratiquement 17 000 en Europe répertoriés par l'EMA, eh bien, mes clients, leur action relève totalement de l'état de nécessité parce qu'elles informent au dernier moment où c'est possible les personnes des dangers qu'ils encourent. Donc, vous êtes sous l'attente, vous allez passer le Barnum et là, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui peuvent mourir de ça. Et de ce fait, il me semble que non seulement l'action de mes clients est donc proportionnée au danger qui est encouru par ces personnes quand elles vont se faire vacciner, notamment les jeunes, qu'elle est nécessaire et proportionnée au risque puisqu'il s'agit d'avoir mis de la peinture à acrylique sur des temps pour faire face à un risque de mort. Je pense quand même que c'est évidemment proportionné et je vous dis, là, et je te le dis, Eric, elle est d'autant plus justifié qu'il s'agit de porter à la connaissance des personnes des faits d'information dont ils sont privés et qui sont, puisque les chiffres sur les effets secondaires sont censurés la plupart du temps sur Internet. Donc, il me semble que ce qui a été soulevé par mes clients est quelque chose de particulièrement légitime et qui pourrait être reproduit. Et c'est toujours dans le même ordre d'idée que celle de l'objection de conscience, par exemple, que nous soutenons, celle plus globalement de la désobéissance civile, mais plus généralement encore, c'est le cas d'Antigone. Face à des lois injustes, il faut résister ensemble et rétablir le juste. Et rétablir le juste, c'est rétablir une information loyale et transparente. Et c'est, je pense, qu'ont fait mes clients. Et ça a amené… Qu'a répondu le parquet à cette théorie Rien. de l'état de nécessité? Rien. Que mes clients pouvaient bien tracter et donner des… Ça a été exactement la chose, qu'il n'y avait aucune nécessité qu'ils pouvaient tracter. J'ose vous dire, on sait bien que certains le font sur des marchés pour des personnages politiques, mais a priori, ce n'est pas quelque chose de suffisant, ce qui est pour pouvoir alerter la population. Parce que l'état de nécessité, comme j'ai dit, il faut un danger et une menace imminente et une réaction dans le temps de cette menace. Donc, c'est parfaitement justifié de l'avoir mis à l'entrée, juste à l'entrée du centre de vaccination. C'est à cet endroit-là qu'il y a le dernier moment pour alerter les gens et les faire réfléchir sur cette Bon, tu question. me passes tes jurisprudences ou tes docs sur l'état de nécessité que je les publie en même temps pour que les lecteurs… Je le ferai avec plaisir, mais je compte évidemment sur le fait, je n'ai pas grisé les noms. Est-ce que tu veux, j'allais dire que ma secrétaire le fasse? Ouais, si ta secrétaire peut griser les noms et tu m'envoies Je ça, vais comme ça je te… publie dans la foulée. C'est quand le délibéré? Alors, le 19 avril, à l'entre-deux-tours, ce qui est très intéressant, parce que nous avons appelé aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont présentés à cette audience pour soutenir mes clients. Il y en a eu tellement qu'on n'a pas pu entrer, que tout le monde ne pouvait pas entrer dans la salle d'audience. Et en réalité, ce type de dossier, c'est jugé sur le siège. Alors, on peut imaginer que Madame le juge a mis le délibéré un peu plus tard, parce qu'il y avait quand même du monde dans le palais, mais on peut aussi imaginer qu'elle l'a fait pour se donner le temps de la réflexion, car il s'agit, à mon
mon avis, d'un argument très important. Et je dois dire que la conséquence, c'est que si l'état de nécessité est reconnu pour mes clients, ça veut dire par là qu'on reconnaît aussi un caractère potentiellement dangereux de la vaccination pour tous. Et c'est pour ça que je croise les doigts pour une décision positive que j'espère fortement. Bon, eh bien, écoute, tu nous tiens au courant de toute façon, hein? Ah ben avec grand plaisir.